Tu dramatises. Il n'y a rien que tu ne saches déjà. C'est cette phrase qu'il a prononcée, un soir ordinaire, sans lever les yeux de son téléphone. Elle est restée suspendue dans l'air, comme une évidence qu'il croyait partager. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas à cause des mots eux à même, mais à cause de la certitude tranquille avec laquelle il les disait. Comme si la vérité m'avait toujours été accessible. Comme si mon ignorance avait été un choix. Je suis restée debout, près de la table, incapable de m'asseoir. Je venais de poser une question simple. Une question née d'un détail minuscule, presque ridicule. Un message apparu par erreur sur son écran, effacé trop vite. Un prénom que je ne connaissais pas, rien de spectaculaire. Juste assez pour fissurer 40 années d'habitude. Il a soupiré, comme on le fait face à une lassitude ancienne. Tu inventes des histoires, a hâté à y l'ajouter, d'un ton las, presque affectueux. Ce ton m'a blessé plus que la négation elle-même. Il disait que je me faisais des idées, que j'étais trop sensible, que l'âge me rendait soupçonneuse. Je connaissais ce mécanisme. Je l'avais vu à l'œuvre chez d'autres femmes. Je n'aurais jamais cru qu'il me concernerait. Je me suis assise lentement. Mes mains tremblaient à peine, juste assez pour que je m'en rende compte. Je l'ai regardé enfin. Son visage n'exprimait ni peur ni culpabilité. Seulement une forme d'impatience. Comme si cette conversation était inutile, presque indécente. De quoi parles-tu exactement ? Ai-je demandé. Il a hésité une fraction de seconde. Pas assez pour trahir un mensonge, mais assez pour confirmer mon pressentiment. Puis il a répondu vaguement. Des relations anciennes. Des amitiés mal interprétées. Des choses sans importance. Toujours ce mot. Sans importance. À cet instant précis, j'ai compris que le problème n'était pas seulement ce qu'il cachait. C'était la manière dont il décidait, seul, de ce qui méritait d'être su. Comme si ma place, après toutes ces années, se limitait à accepter ce qu'il jugeait bon de me dire. Je n'ai pas insisté. Pas ce soir, Allah. Je me suis levée pour débarrasser la table. Geste réflexe, presque protecteur. Dans la cuisine, j'ai respiré profondément. Je sentais une chaleur étrange me monter au visage. Mais pas de colère franche, plutôt une lucidité brutale. Je me suis revue jeune femme, croyant bâtir une vie à deux fondée sur la confiance. Je me suis revue accepter ses absences, ses silences, ses priorités floues. Toujours avec cette idée rassurante, s'il ne dit rien, c'est qu'il n'y a rien à dire. Cette croyance venait de s'effondrer. Quand je suis revenue dans le salon, il regardait la télévision, parfaitement détendu. La scène avait déjà quitté son esprit. Pour lui, tout était clos. Pour moi, tout venait de commencer. Je me suis assise en face de lui. Je lui ai demandé depuis quand. Pas un détail précis. Juste une période. Il a haussé les épaules. Il a dit que ce n'était pas une question de date. Que la vie était plus complexe que les catégories simples. Que je cherchais à tout réduire à des étiquettes rassurantes. Ces mots m'ont glacé. Ils justifiaient l'effacement progressif de la vérité. Ils expliquaient pourquoi je n'avais jamais eu accès à l'ensemble du tableau. Parce que, selon lui, je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je l'entendais respirer à côté de moi, paisible. Moi, je reconstruisais mentalement des années entières. Des absences soudaines. Des périodes de distance. Des changements d'humeur que j'avais attribués à la fatigue, au travail, au temps qui passe. Je n'avais pas encore la preuve. Pas encore les faits. Mais j'avais quelque chose de plus inquiétant encore. L'intuition que je n'avais jamais été la seule femme de sa vie. Peut-être pas au sens banal, charnel, peut-être autrement. Par des confidences, des présences parallèles, des liens entretenus hors de mon regard. Ce qui me faisait le plus mal n'était pas la trahison possible. C'était la certitude que ma place avait été partagée, sans que je le sache, sans que mon consentement n'ait jamais été demandé. Au petit matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme fatiguée, mais attentive. Une femme qui n'était plus prête à balayer ses doutes pour préserver un équilibre artificiel. J'ai compris que continuer à me taire reviendrait à accepter une version de ma vie écrite, sans moi. Je ne savais pas encore comment la vérité apparaîtrait. Je ne savais pas encore jusqu'où elle irait. Mais je savais une chose avec une clarté nouvelle. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir. Ce jour-là,
sans éclat, sans cri. Une certitude s'est imposée en moi, implacable. Je n'étais pas la seule femme de sa vie. Et cette vérité, quoi qu'elle révèle ensuite, allait m'obliger à reprendre ma place. Avant cette soirée-là, avant cette phrase qui avait ouvert une brèche irréversible, ma vie me semblait lisible. Pas parfaite, non, mais cohérente. J'avais construit mon histoire autour de cette idée simple. Nous avancions ensemble. Malgré les aspérités, malgré les silences, malgré les compromis, j'avais appris très tôt que le couple n'est pas un état stable, mais un ajustement permanent. Et j'avais fait de cet ajustement une seconde nature. Je l'avais rencontré jeune. Il avait ce mélange de charme discret et de distance qui rassure. Il parlait peu de lui, mais il écoutait beaucoup. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais j'avais pris cette réserve pour une forme de profondeur. J'aimais l'idée d'un homme qui ne se livre pas facilement, qui garde une part secrète. Je pensais que cette part m'était destinée, qu'elle s'ouvrirait avec le temps. Nous avons bâti notre vie sans éclat particulier. Une maison, des habitudes, des responsabilités partagées. J'ai souvent été celle qui stabilise, qui anticipe, qui fait tenir l'ensemble. Cela ne m'a jamais semblé injuste. J'aimais cette position de pilier discret. J'y trouvais une forme de reconnaissance silencieuse. Je croyais que ma présence suffisait à combler ce qu'il ne disait pas. Avec les années, j'ai appris à interpréter ses absences. Elles étaient toujours expliquées. Le travail, les obligations, la fatigue. Je ne doutais pas. Ou plutôt, je doutais parfois, mais je rangeais ces doutes dans un coin de ma tête, comme on range des objets encombrants dont on n'a pas besoin tout de suite. Je voulais croire que la confiance se mesure à la capacité d'ignorer certaines zones d'ombre. Je me souviens de moments où je l'ai senti ailleurs, sans pouvoir dire où. Des soirées où il était physiquement présent, mais absent dans le regard. Je mettais cela sur le compte du temps, de l'usure naturelle. Je me disais que toutes les histoires longues connaissent ces phases. J'avais intégré l'idée que l'amour mature est plus silencieux, moins démonstratif. J'ai aussi beaucoup excusé. Ses oublis, ses distances, son besoin d'indépendance. Je me disais que c'était sa manière d'être au monde. Et surtout, je me disais que ce n'était pas à moi de réclamer. Réclamer quoi, d'ailleurs? Une transparence totale. Une exclusivité émotionnelle. Ces notions me semblaient presque naïves, incompatibles avec la complexité de la vie adulte. La vie d'avant était faite de ces arrangements invisibles. Je prenais sur moi pour maintenir une harmonie que je croyais fragile. Je pensais que poser trop de questions risquait de tout déséquilibrer. Alors je préférais l'équilibre apparent à la vérité inconfortable. Je ne voyais pas encore que cet équilibre reposait essentiellement sur mon silence. Je repense aujourd'hui à certaines scènes avec un regard différent. Des appels pris à l'écart, des sourires esquivés, des conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce. Rien de suffisamment clair pour accuser. Juste assez flou pour être ignoré. Et je les ai ignorés. Par choix, par loyauté, par peur aussi. Je me disais que si quelque chose devait être dit, il le dirait. Je lui faisais confiance pour décider de ce qui me concernait. Cette confiance, je la confondais avec une forme de respect mutuel. En réalité, elle masquait un déséquilibre plus profond. J'avais renoncé à exiger une place pleine et entière dans sa vie intérieure. J'étais pourtant présente dans tous les moments clés. Les décisions familiales, les difficultés, les transitions. Je tenais la maison, les liens, la continuité. Je croyais que cette présence me garantissait une exclusivité naturelle. Qu'il ne pouvait pas y avoir de place pour une autre femme dans un espace déjà si rempli. Mais avec le recul, je comprends que la vie d'avant n'était pas mon songe en permanence. Elle était plutôt une omission constante. Une succession de non-dits, acceptés, normalisés, presque élégants. J'avais appris à vivre avec ce que je savais, et surtout avec ce que je ne cherchais pas à savoir. Cette vie-là ne me paraissait pas vide. Elle était simplement incomplète. Mais je ne le voyais pas. J'étais trop occupée à faire fonctionner l'ensemble, à préserver ce que je croyais être un équilibre à deux. Aujourd'hui, en revisitant ces souvenirs, je ne me juge pas sévèrement. Je comprends la femme que j'étais. Elle voulait croire, elle voulait durer. Elle pensait que l'amour consiste parfois à détourner le regard. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est qu'en détournant le regard trop longtemps, on finit par ne plus voir sa propre place. Et que cette place, une fois fragilisée, peut être occupée par d'autres, sans bruit, sans affront direct. La vie d'avant,
s'est construite sur cette croyance Allah. Une croyance rassurante, mais dangereuse. Celle qui consiste à penser que le silence protège. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une trahison éclatante. Ils se sont insinués doucement, presque avec élégance, comme des maladresses répétées auxquelles je trouvais toujours une explication raisonnable. Je ne me sentais pas rejetée. Pas encore. Je me sentais simplement déplacée. Comme si ma présence n'était plus tout à fait au bon endroit. Il y a eu d'abord ces moments où il quittait la pièce pour répondre à un appel, pas brusquement, avec naturel. Je reviens, disait Taïl. Il revenait, bien sûr. Mais son visage avait changé. Une détente que je ne lui connaissais pas, un sourire discret qu'il effaçait rapidement. Je n'osais pas poser de questions. Je me disais que la curiosité est une forme d'indiscrétion, surtout après tant d'années. Puis il y a eu les confidences, qui ne venaient plus. Avant, il me racontait sa journée, ses contrariétés, ses petites victoires. Progressivement, ces récits se sont taris. Je les ai remplacés par les miens, par habitude, par besoin de maintenir un lien. Il m'écoutait, mais distraitement, comme si ma parole n'était plus le lieu où il déposait quelque chose d'essentiel. Je me souviens d'un dîner où je lui ai parlé d'un projet personnel, sans importance particulière. Il a acquiescé, sans vraiment entendre. Quelques jours plus tard, il m'a raconté le même projet, présenté par quelqu'un d'autre, avec un enthousiasme soudain. J'ai ressenti une piqûre étrange, brève, presque honteuse. Je me suis demandé s'ils étaient devenus invisibles ou simplement interchangeables. Les petites humiliations ne se disaient pas. Elles se ressentaient. Dans ces instants où il consultait son téléphone pendant que je parlais. Dans ces silences où je sentais que je dérangeais. Dans ces regards qui glissaient ailleurs, vers une pensée qui ne m'incluait pas. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Je voulais rester digne. Je confondais la dignité avec l'effacement. Il y avait aussi ces comparaisons déguisées. Des phrases anodines, lancées sans intention apparente. Elle, au moins, elle comprend ça. Elle a une manière de voir les choses plus simple. Il ne disait pas son nom. Il n'avait pas besoin. Le pronom suffisait à me tenir à distance. J'entendais dans ses phrases une évaluation silencieuse, un classement implicite dont j'ignorais les règles. Mais je me suis surprise à modifier mes comportements, à parler moins, à sourire plus, à éviter les sujets qui semblaient l'ennuyer. Je voulais retrouver cette proximité perdue, sans oser la réclamer. Chaque ajustement était minuscule, presque imperceptible. Mais mis bout à bout, il dessinait un retrait progressif. Je devenais plus prudente dans ma propre maison. Il y avait des soirées où nous étions assis côte à côte, sans vraiment être ensemble. Il regardait ailleurs, physiquement présent, mais émotionnellement absent. Je ressentais une solitude particulière, plus lourde que l'absence réelle, car il était là. Et pourtant, quelque chose me manquait. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer sans me sentir ridicule. Parfois, je tentais une question. Pas directe, jamais directe. Tu as l'air ailleurs s'étant assis, et il souriait. Tu t'inquiètes trop. Cette réponse revenait souvent. Elle me renvoyait à moi-même, à une sensibilité supposée excessive. Peu à peu, j'ai cessé de m'inquiéter à voix haute. J'ai appris à garder mes doutes pour moi. Je me rendais compte aussi que certaines décisions se prenaient sans moi. Des invitations acceptées, des projets esquissés. Je les découvrais après coup. Il disait que ce n'était pas important, que j'aurais été d'accord de toute façon. Cette phrase me blessait plus qu'un refus explicite. Elle me retirait le droit même d'exister dans le processus. Je n'étais pas rejetée frontalement, mais j'étais contournée. C'est cela qui rendait la situation si difficile à dénoncer. Comment se plaindre de ce qui n'est jamais dit? Comment accuser sans preuve? Je me sentais prise au piège de ma propre lucidité. Je voyais, mais je ne pouvais pas démontrer. Alors, je me taisais. Ces petites humiliations ont construit un climat. Un espace où je n'étais plus la référence affective évidente, où ma place se réduisait sans qu'aucune scène ne vienne justifier une réaction. Je continuais à être là, mais autrement, plus discrète, plus prudente. Comme si je marchais sur un sol devenu instable. Avec le recul, je comprends que ces signes n'étaient pas anodins. Ils annonçaient une fracture plus profonde. Une fracture qui ne passerait pas par un aveu brutal,
mais par une accumulation de silence et de détours. Je n'étais pas encore prête à l'admettre pleinement, mais mon corps, lui, le savait déjà. Il se tendait, il s'adaptait, il se préparait. Ce que je prenais pour des détails était en réalité un langage que je n'avais pas appris à traduire. Et ce langage disait déjà, à sa manière, que je n'étais plus la seule femme de sa vie. La goutte d'eau n'a pas été une confession, pas une scène violente, pas même une dispute. Elle a pris la forme d'un détail administratif, presque banal, et c'est peut-être cela qui l'a rendu insupportable. Un après à midi, en rangeant des papiers, je suis tombée sur un relevé bancaire que je ne reconnaissais pas. Un compte secondaire, ouvert à mon nom, mais que je n'utilisais jamais. Je l'ai parcouru distraitement au début, puis avec une attention de plus en plus inquiète. Il y avait des retraits réguliers, des virements discrets, des montants qui, pris séparément, semblaient anodins, mais qui, additionnés, racontaient une autre histoire. Une histoire dont je n'avais jamais été informée. Une histoire qui se déroulait en parallèle de la mienne. Je me suis assise. J'ai relu. J'ai cherché une explication rationnelle. Une erreur, un oubli, quelque chose qui m'aurait échappé. Mais plus je regardais ces chiffres, plus une certitude froide s'installait. Ce compte avait été utilisé sans moi. Pour moi, disait Ao peut-être, mais sans moi, en réalité. Quand je l'ai interrogé, le soir même, il n'a pas nié. Pas vraiment. Il a minimisé. Il a parlé de gestion simplifiée, d'arrangements pratiques, de choses trop complexes pour être expliquées en détail. Il a dit que ce n'était pas contre moi, que je n'avais pas besoin de savoir. Cette phrase, encore. Toujours la même logique. Décider à ma place. Me protéger de la vérité en me la retirant. Je lui ai demandé à quoi servaient ces virements. Il a hésité. Une seconde. Puis il a répondu vaguement. Des aides. Des soutiens ponctuels. À quelqu'un qui traversait une période difficile. Il n'a pas prononcé de nom. Il n'en avait pas besoin. Je savais déjà. Ce n'était pas seulement une autre femme. C'était une autre vie. Une vie parallèle. Financée. Entretenue. Rendue possible par mon effacement. Et soudain, tout s'est éclairé. Les absences. Les silences. Les comparaisons déguisées. Les regards ailleurs. Rien n'était accidentel. Tout était organisé pour que je ne voie pas. Je me suis sentie trahie, bien sûr. Mais au-delà de la trahison affective, il y avait une injustice plus profonde encore. On avait disposé de ressources communes sans mon consentement. On avait décidé de ce que je devais ignorer. On m'avait reléguée au rang de figurante dans ma propre vie. Je lui ai dit que cela devait cesser, pas sur un ton dramatique. Calmement, j'ai dit que je voulais comprendre, que je voulais être consultée, que je voulais savoir. Il m'a regardée avec une lassitude presque méprisante. Il a dit que je compliquais tout, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas, que, de toute façon, ces décisions ne me concernaient pas vraiment. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est rompu. Pas entre nous seulement. En moi, j'ai compris que ce que je vivais n'était plus un malaise conjugal, ni une crise passagère. C'était une dépossession, une mise à l'écart organisée, méthodique, justifiée par une prétendue supériorité morale ou intellectuelle. Mais je me suis revue accepter tant de choses au nom de la stabilité. Me taire pour préserver l'équilibre. Excuser pour éviter l'affrontement. Et j'ai compris que cette patience avait été interprétée comme une autorisation. Autorisation de décider, d'agir, de partager sans moi. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une lucidité presque douloureuse. Je n'étais pas la seule femme de sa vie, non seulement affectivement, mais concrètement, matériellement. Et cette réalité avait des conséquences. Laisser passer cela aurait signifié accepter que mon rôle se limite à celui de façade respectable, pendant qu'une autre existence se déroulait à l'abri de mon regard. Je me suis couchée tard. Le sommeil est venu par fragments. Je repensais à toutes ces années où j'avais cru être la partenaire évidente, la référence. Je voyais désormais une autre image. Celle d'une femme maintenue à distance. Non par hasard, mais par stratégie. Au matin, je me suis levée avec une décision intérieure claire. Je n'avais pas encore de plan. Pas encore de mots précis. Mais je savais,
Une chose. Je ne pouvais plus continuer comme avant. Cette découverte n'était pas une blessure de plus à encaisser. C'était une limite franchie. Ce n'était plus seulement une affaire de sentiments. C'était une question de dignité, de droit, de reconnaissance. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à arranger, à comprendre, à pardonner, immédiatement. J'ai choisi de voir. La goutte d'eau n'avait pas débordé en cris. Elle avait fissuré un mensonge soigneusement entretenu. Et dans cette fissure, une vérité brutale venait de s'imposer. Je ne pouvais plus me contenter d'être celle qui ne sait pas. Après cette découverte, le temps a changé de texture. Les heures semblaient plus lourdes, les gestes plus lents. Je continuais à vivre, à préparer les repas, à répondre aux messages, mais tout était traversé par une vigilance nouvelle. Comme si, brusquement, je marchais dans une maison dont je connaissais chaque pièce, mais dont certaines portes venaient de s'entr'ouvrir, sans que je les aie jamais remarquées auparavant. La nuit, surtout, je ne trouvais plus le repos. Les pensées revenaient en boucle, non pas sous forme de scènes spectaculaires, mais de questions simples et obsédantes. Depuis quand? Pourquoi? Comment avais-je pu ne pas voir? Et surtout, qu'avais-je accepté sans le savoir? Je ne cherchais plus à savoir s'il m'aimait encore. Cette question me semblait presque secondaire. Je cherchais à comprendre comment ma place avait pu être ainsi redéfinie, sans que je sois consultée. Je me suis interrogée sur ma propre responsabilité, non pour me blâmer, mais pour être honnête. J'avais choisi, tant de fois, de ne pas poser de questions. J'avais préféré la continuité à la clarté. J'avais confondu la confiance avec l'abandon de toute vigilance. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi rendu plus solide. Je cessais de me raconter une histoire rassurante. Mais je regardais enfin la réalité telle qu'elle était. Je me suis mise à relire notre vie commune avec un regard différent. Les absences prenaient un autre sens. Les silences aussi. Je comprenais que ce que j'avais interprété comme de la complexité était souvent une organisation. Que ce que j'avais appelé discrétion était parfois dissimulation. Et que mon silence, loin d'apaiser, avait servi de terrain favorable à cette double vie. Il y avait en moi un combat silencieux. Une part de moi voulait encore préserver quelque chose. Les souvenirs, les années partagées, l'image d'un couple qui avait duré. Une autre part, plus lucide, refusait désormais de se sacrifier pour sauver une façade. Cette tension m'épuisait, mais elle m'obligeait aussi à me positionner. Je ne pouvais plus rester dans l'entre-à-deux. Je me suis surprise à éprouver une colère sourde, pas explosive, une colère froide, presque calme, dirigée non seulement contre lui, mais contre ce système invisible qui permettait à un homme de décider seul de ce qui devait être su, partagé, financé. Cette colère ne me poussait pas à crier. Elle me poussait à penser. J'ai commencé à noter les faits, pas pour les brandir, pas encore, pour les voir clairement. Les dates, les montants, les phrases exactes, mettre des mots précis sur ce que j'avais vécu me redonnait une forme de maîtrise. Je ne voulais plus me laisser enfermer dans une version floue de ma propre histoire. Je me suis aussi demandé ce que je voulais vraiment. Pas ce que je pouvais supporter, ni ce que je devais accepter par habitude. Ce que je voulais, profondément. La réponse ne venait pas immédiatement. Elle se dessinait lentement. Je voulais être respectée, comme une femme entière, capable de comprendre, de décider, de consentir. Je ne voulais plus être protégée de la vérité. Je voulais y avoir accès. Dans ces moments d'introspection, je me suis rappelé la femme que j'avais été autrefois. Celle qui n'avait pas peur de dire non. Celle qui croyait que l'amour n'exclut pas l'exigence. Avec le temps, j'avais assagi cette femme, jusqu'à presque la faire taire. Elle revenait maintenant, sans colère excessive, mais avec une détermination tranquille. Je priais parfois, sans demander de solution miracle. Je demandais simplement de la clarté. De ne pas me tromper de combat. De ne pas confondre la vengeance avec la justice intérieure. D'autres, je savais que toute réaction impulsive me desservirait. Je devais agir. Si je choisissais d'agir, depuis un endroit calme. Non, peu à peu, une évidence s'est imposée. Ce que je vivais n'était pas seulement une trahison intime. C'était une injustice structurelle. Une manière de me réduire à un rôle secondaire dans une vie que j'avais pourtant contribué à construire. Accepter cela aurait signifié renoncer à moi-même. Cette phase d'introspection n'a pas été un repli. Elle a été une préparation silencieuse. Mais je n'avais pas encore décidé ce que je ferais.
Mais je savais ce que je ne ferais plus. Je ne fermerais plus les yeux. Je ne me contenterais plus d'explications vagues. Je ne sacrifierais plus ma dignité pour maintenir un équilibre qui ne reposait que sur mon silence. Ce jour-là, sans bruit, une décision intérieure s'est formée. Elle n'avait pas encore de forme juridique. Elle n'avait pas encore de mot définitif. Mais elle était là, solide, irréversible. Je n'accepterai plus d'être la femme qui ne sait pas. Lorsque la décision intérieure s'est cristallisée, je n'ai pas cherché l'affrontement. Je savais que toute explication improvisée, toute demande formulée sous le coup de l'émotion, serait retournée contre moi. Il fallait autre chose. Une réponse qui ne s'appuie pas sur la colère, mais sur la clarté. Une réponse qui ne cherche pas à convaincre, mais à poser un cadre. J'ai commencé par m'informer, discrètement, sans le lui dire. J'ai relu des documents que je n'avais jamais vraiment regardés. Comptes, relevés, contrats. Je découvrais un langage froid, précis, presque rassurant. Ici, les sentiments n'avaient pas leur place. Seuls comptaient les faits, les dates, les montants. Cette objectivité m'a aidé à ne pas me perdre dans la douleur. J'ai pris rendez-vous avec un professionnel. Pas un ami, pas quelqu'un de connu. Une personne extérieure, habituée à démêler ce type de situation où la frontière entre la vie privée et les engagements communs devient floue. Lors de cet entretien, j'ai raconté sans exagérer. J'ai décrit ce que j'avais trouvé, ce qui m'avait été dit, ce qui avait été fait sans moi. J'ai parlé de cette autre femme sans la nommer, sans la diaboliser. Je voulais comprendre, pas accuser. Les questions qu'on m'a posées étaient précises. Avais-je donné un accord écrit? Avais-je été informé? Les fonds provenaient à Île de ressources communes. Avais-je eu la possibilité de refuser? Même à chaque réponse, je sentais se dessiner un constat clair. Ce qui avait été présenté comme une simple gestion pratique relevait en réalité d'un choix unilatéral. Un choix qui m'avait exclu. À partir de là, tout est devenu méthodique. J'ai rassemblé les pièces, j'ai classé, j'ai noté les phrases exactes, les moments où l'on m'avait dit que je n'avais pas besoin de savoir, que ce n'était pas important, que je compliquais les choses. Ces mots prenaient une autre portée, une fois replacés dans un cadre plus large. Ils n'étaient plus anodins, ils devenaient révélateurs. Je me préparais aussi intérieurement. Je savais qu'il nierait l'intention, qu'il parlerait de maladresse, de protection, d'amour même. Je me préparais à ne pas entrer dans ce terrain-là, à rester sur ce qui pouvait être établi, sur ce qui m'avait été retiré, le droit de comprendre, de consentir, de décider. À la maison, je continuais à agir normalement. Je ne provoquais pas de discussion, je ne posais plus de questions. Ce silence n'était plus une fuite. Il était stratégique. J'avais appris que certaines vérités ne se révèlent qu'au moment où l'on cesse de se justifier. Il y avait des soirs où le doute revenait, où je me demandais si j'allais trop loin, si tout cela ne finirait pas par détruire ce qui restait. Puis je repensais à ce compte ouvert à mon nom, utilisé sans moi, à cette autre vie entretenue à l'abri de mon regard, et le doute reculait. Ce n'était pas moi qui avais déplacé la frontière. Elle avait été franchie bien avant. Je travaillais aussi sur ma posture. Je refusais d'être celle qui implore ou qui menace. Je voulais être celle qui expose et qui décide. Cette transformation intérieure était la plus difficile. Elle exigeait de renoncer à une image rassurante, celle de la femme compréhensive, prête à tout pardonner pour préserver l'harmonie. Je découvrais que l'harmonie sans justice n'est qu'une illusion fragile. Peu à peu, un plan s'est dessiné. Pas un piège. Pas une vengeance. Une démarche claire, légale, assumée. Il ne s'agissait pas de le punir, ni d'exposer publiquement son double jeu. Il s'agissait de me réinscrire dans ma propre vie, avec des droits, des limites, une voix reconnue. Quand tout a été prêt, je me suis sentie étonnamment calme. Comme si l'agitation intérieure s'était enfin ordonnée. Je n'avais pas encore posé l'acte final, mais je savais que je le ferais. Parce que rester immobile aurait été accepter définitivement de n'être qu'une moitié informée, une femme à qui l'on raconte ce que l'on juge utile. Cette préparation n'était pas un reniement de l'amour passé, elle en était le constat lucide. Elle me permettait de sortir du brouillard et d'avancer sans haine. Je ne savais pas encore comment il réagirait. Je savais seulement comment moi, je n'allais plus réagir. À partir de ce moment-là,
La peur a changé de camp. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie prête. La confrontation n'a pas eu lieu comme je l'avais imaginé autrefois. Pas de cris, pas de portes claquées, pas de révélation théâtrale. Elle s'est déroulée dans un calme presque dérangeant, comme si tout ce qui devait être dit avait déjà été décidé ailleurs. J'avais choisi le moment. Pas pour surprendre, mais pour être clair. Je lui ai demandé de s'asseoir. J'avais devant moi le dossier que j'avais préparé, posé simplement sur la table. Pas comme une arme, mais comme une présence. Il a d'abord souri, un sourire de routine. Celui qu'il utilisait quand il pensait maîtriser la situation. Puis il a vu les documents, et son regard a changé. Non, je n'ai pas commencé par l'accuser. J'ai parlé de faits, des virements, des dates, des montants, du compte ouvert à mon nom, utilisé sans mon accord. J'ai parlé lentement, sans emphase. Chaque phrase était mesurée. Je sentais que cette précision le déstabilisait plus que n'importe quelle colère. Il ne pouvait plus se réfugier dans le flou. Il a tenté de minimiser, de parler d'aide ponctuelle, de générosité mal comprise, de maladresse. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Puis je lui ai posé une question simple. Pourquoi m'avoir exclu de ces décisions? Pourquoi avoir choisi le secret plutôt que la discussion? Pourquoi avoir décidé que je n'avais pas besoin de savoir? Le silence s'est installé. Un silence lourd, mais différent de ceux que j'avais connus. Ce n'était plus moi qui me taisais pour préserver quelque chose. C'était lui qui cherchait ses mots. Je voyais dans ses gestes une agitation contenue. Il comprenait que cette fois, l'argument de la protection ne suffirait plus. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour débattre de ses sentiments, ni pour exiger des aveux intimes. Que ce qui m'importait, c'était la manière dont ma place avait été réduite, dont mes droits avaient été contournés, dont mon consentement avait été jugé inutile. Je lui ai dit que cette manière de faire était inacceptable, quelle que soit l'histoire racontée autour. Il a alors changé de ton. Il a parlé de trahison, de déloyauté. Il a dit que je détruisais des années de vie commune pour des détails. J'ai senti la tentation de répondre sur le même registre, de rappeler tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais supporté. Je ne l'ai pas fait. Je savais que ce terrain à là n'était plus le mien. Mais, dans cette période, j'ai observé mon mari avec une distance nouvelle. Il oscillait entre justification et retrait. Par moments, il semblait regretter d'avoir été découvert. À d'autres, il me reprochait implicitement d'avoir transformé une affaire privée en problème concret. Je ne répondais pas. Plus par lassitude que par stratégie. Je n'avais plus besoin de convaincre. Les faits étaient là, et ils parlaient. Pour moi, la relation avec les proches a été la plus éprouvante. Certains tentaient de jouer les médiateurs, comme s'il s'agissait d'un simple malentendu. D'autres me demandaient, à demi-mot, pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Cette question me touchait plus que je ne voulais l'admettre, parce qu'elle portait en elle une vérité inconfortable. Le silence avait longtemps été ma protection et ma prison. Je me suis surprise à éprouver de la culpabilité. Pas d'avoir agi, mais d'avoir provoqué une onde de choc. Je voyais des certitudes vaciller autour de moi. Des couples se regarder autrement. Des conversations s'interrompre. La vérité, une fois dite, ne se contente pas de réparer un lien, elle interroge tous les autres. Et cela dérange. À la maison, la cohabitation est devenue plus formelle. Nous parlions de l'essentiel. Le reste était suspendu. Je sentais qu'il cherchait encore une issue qui lui permettrait de sauver la face sans remettre en bode cause le fond. Je n'étais plus disposée à lui offrir cet échappatoire. Pas par dureté, mais par cohérence. Je ne pouvais pas faire comme si rien n'avait changé. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la transformation intérieure que je vivais en parallèle. Je n'étais plus envahie par la colère. Elle avait laissé place à une clarté parfois douloureuse, mais stable. Je ne cherchais plus à réparer la famille à moi. Seule. Je cessais d'endosser le rôle de celle qui absorbe pour que les autres respirent. Il y a eu des moments de solitude aiguë. Des soirs où je me demandais si j'avais perdu plus que je n'avais gagné. Puis je repensais à ces années d'ignorance organisée, à cette autre vie entretenue à mon insu. Et je comprenais que ce que je traversais maintenant était le prix d'une vérité longtemps différée. Peu à peu, de nouvelles lignes se dessinaient. Certaines relations se distendaient définitivement. Et d'autres se redéfinissaient sur des bases plus honnêtes, moins confortables, mais plus réelles. Je n'essayais plus de maintenir l'unité à tout prix. Je laissais chacun assumer sa position.
L'éclatement familial n'était donc pas une fin brutale, mais une recomposition lente et parfois douloureuse. Il mettait fin à un système fondé sur le non-dit et l'effacement. Il obligeait chacun à regarder ce qu'il acceptait, ce qu'il taisait, ce qu'il tolérait au nom de la tranquillité. Dans ce tumulte discret, j'ai compris une chose essentielle. La vérité ne détruit pas les familles. Elle révèle celles qui ne tenaient que parce que quelqu'un se taisait. Et quand ce silence cesse, ce qui s'effondre n'était déjà plus solide. Je ne me sentais ni héroïque ni victorieuse. Je me sentais alignée. Et cette sensation, nouvelle, suffisait à me tenir droite au milieu des conséquences. Quand la poussière a commencé à retomber, j'ai compris que ma vie ne reprendrait pas son cours ancien. Et, à ma propre surprise, cette idée ne m'a pas effrayée. Elle m'a soulagée. Ce que je laissais derrière moi n'était pas seulement une relation fragilisée, mais une manière d'exister qui m'avait peu à peu rétréci. J'ai commencé par des gestes simples. Réorganiser l'espace autour de moi, déplacer des meubles, ranger des papiers que je n'osais plus toucher depuis longtemps. Chaque objet repris en main me redonnait une sensation de maîtrise. Je ne cherchais pas à effacer le passé, mais à faire de la place pour autre chose. Pour moi, surtout. Les journées ont pris un autre rythme, moins dicté par les attentes de l'autre, plus attentif à mes propres besoins. Je marchais davantage, sans but précis. Je m'arrêtais parfois dans un café, seule à observer le va-et-vient des gens. Cette solitude à là n'avait rien de gide. Elle était pleine d'une présence nouvelle, la mienne, que j'avais longtemps négligée. Les échanges avec mon mari étaient devenus rares et strictement nécessaires. Nous parlions sans nous attaquer, mais sans chercher non plus à retrouver une intimité perdue. J'avais cessé d'espérer une reconnaissance tardive. Je n'attendais plus qu'ils comprennent. Je comprenais, moi, que certaines compréhensions arrivent trop tard pour réparer ce qui a été abîmé. La famille, elle aussi, se réajustait. Certains liens se sont distendus naturellement. D'autres, contre toute attente, se sont renforcés. Des proches m'ont appelé, non pour juger, mais pour dire qu'ils admiraient mon courage silencieux. Je recevais ces mots avec gratitude, sans m'y accrocher. Je savais que l'essentiel ne se jouait plus dans le regard des autres. Je me suis autorisée à penser à l'avenir sans culpabilité. Pas un avenir idéalisé, mais un avenir possible. Des projets modestes, mais choisis. Un voyage court, peut-être. Des activités que j'avais mises de côté. J'avais longtemps vécu dans l'idée que mon rôle principal était d'assurer la stabilité autour de moi. Je découvrais que je pouvais aussi être le centre de mes propres décisions. Car, il y avait encore des moments de tristesse, des souvenirs qui surgissaient sans prévenir, des années partagées qui ne s'effacent pas d'un trait. Je ne cherchais plus à lutter contre ces émotions. Je les accueillais comme des témoins d'une vie vécue pleinement, même si elle avait été incomplète. La mélancolie ne me paralysait plus. Elle passait. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu autre chose qu'une femme blessée. J'ai vu une femme debout, marquée, mais entière. Cette image m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Elle disait que je n'avais pas été détruite par la vérité. Au contraire, elle m'avait rendue plus juste envers moi-même. J'ai commencé à redéfinir mes relations, à poser des limites claires, sans agressivité, à dire non sans me justifier longuement. Cette nouvelle posture surprenait parfois. Elle dérangeait ceux qui me connaissaient, surtout pour ma capacité à comprendre, à pardonner, à arranger. Je ne reniais pas ces qualités. Je les encadrais désormais. Je réalisais aussi que cette nouvelle vie n'était pas une fuite. Elle était une conséquence logique. Après avoir vu, on ne peut plus vivre comme avant. Après avoir nommé, on ne peut plus se taire de la même manière. Ce n'était pas une rupture brutale. C'était un déplacement intérieur, profond, irréversible. Je pensais souvent à cette autre femme, celle dont l'existence avait bouleversé la mienne. Curieusement, je ne ressentais ni haine ni jalousie brûlante. Elle faisait partie d'un système que je n'avais pas créé. Mon combat n'était pas contre elle, mais contre l'effacement dont j'avais été victime. Cette distinction m'a permis de ne pas m'enfermer dans la rancune. Peu à peu, une sérénité nouvelle s'installait. Fragile parfois, mais réelle. Je n'étais plus dans l'attente d'un retournement, d'une excuse, d'une réparation magique. J'avançais avec ce que j'avais compris.
avec ce que j'avais choisi de ne plus accepter. Cette nouvelle vie n'était pas spectaculaire. Elle n'était pas faite de grandes victoires visibles. Elle était faite de cohérence, de petits choix alignés, de silences assumés, de paroles posées quand elles étaient nécessaires. Je savais que le dernier chapitre n'était pas encore écrit. Mais je savais aussi que, quoi qu'il arrive, je ne retournerais pas à l'ancienne version de moi-même. Celle qui préférait ne pas savoir pour ne pas déranger, celle qui confondait la loyauté avec l'oubli de soi. Ce nouveau départ ne promettait pas le bonheur absolu. Il promettait mieux, la vérité vécue sans honte. Et cela, à cet âge, est déjà une forme de renaissance. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne cherche plus à mesurer ce que j'ai perdu ou gagné. Cette logique-là ne m'appartient plus. Elle suppose une comptabilité affective qui réduit une vie à des résultats. Ce que j'ai traversé ne se résume pas à une victoire ou à un échec. C'est une traversée. Une transformation lente, parfois douloureuse, mais nécessaire. Je ne suis plus la femme qui accepte de ne pas savoir pour préserver l'équilibre. Je ne suis plus celle qui confond la loyauté avec l'effacement. La vérité que j'ai découverte n'a pas détruit ma vie. Elle a détruit une illusion qui me maintenait dans une position secondaire. Et c'est une différence essentielle. Je comprends aujourd'hui que je n'étais pas seulement confrontée à une autre femme. J'étais confrontée à un système où ma parole n'était pas indispensable, où mon consentement pouvait être contourné, où l'on décidait de ce qui me concernait sans me consulter. Cette prise de conscience a été plus violente que la trahison elle-même, parce qu'elle m'a obligée à revoir ma propre place, mon propre silence. Je n'ai pas cherché la confrontation pour punir. Je l'ai cherchée pour me réinscrire dans ma propre histoire. Pour dire que ma vie ne se déroule pas en marge ni en arrière à plan. Qu'elle mérite d'être regardée, entendue, respectée. Cette exigence ne m'a pas rendue dure. Elle m'a rendue cohérente. Avec le recul, je vois aussi ce que ce parcours m'a appris sur les relations humaines. Beaucoup de liens tiennent tant que quelqu'un accepte de porter le poids du non-dit. Quand cette personne cesse de se taire, tout vacille. On appelle cela une crise. En réalité, c'est souvent un rééquilibrage tardif. Je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas compris, ni à ceux qui ont jugé. Chacun regarde la vérité à travers ses propres peurs. Moi-même, j'ai longtemps détourné le regard. Je ne peux donc pas exiger des autres ce que je n'ai pas su faire plus tôt. Cette indulgence envers moi-même m'a appris à être indulgente envers eux, sans renoncer à mes limites. Je vis désormais dans un rapport plus juste à moi-même. Je ne m'excuse plus d'exister pleinement. Je ne demande plus la permission d'être lucide. Je ne négocie plus mon droit de savoir. Cette posture nouvelle n'est pas agressive, elle est calme, et c'est peut-être ce qui la rend la plus solide. Si je devais adresser un message à celles qui se reconnaissent dans ce que j'ai vécu, je ne leur dirais pas de partir, ni de se battre à tout prix. Je leur dirais simplement d'écouter ce que leur silence est en train de fabriquer, de se demander si ce silence protège vraiment l'amour ou s'il protège surtout le confort des autres. De comprendre qu'il existe un moment précis où se taire revient à disparaître. Il n'y a pas d'âge pour reprendre sa place. Il n'y a pas d'âge pour dire que l'on mérite la vérité. Il n'y a pas d'âge pour cesser de jouer un rôle qui ne nous correspond plus. La dignité n'est pas une récompense que l'on obtient. C'est une position que l'on adopte. Parfois tardivement, mais jamais trop tard. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas quelle forme prendront les relations qui subsistent. Mais je sais une chose, avec une certitude tranquille. Je ne vivrai plus dans une histoire racontée à moitié. Je ne me contenterai plus d'un amour qui exige mon ignorance pour fonctionner. Moi, ce dernier mot n'est ni amer, ni triomphant. Il est posé, comme une ligne tracée, non pour exclure, mais pour exister. Et si je devais le résumer en une seule phrase, celle qui m'accompagne désormais comme une vérité simple et ferme, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.